Donc, ma présentation est en train de cerner un échantillon du jeune homme, non pas d'en proposer une définition exhaustive, mais bien d'en tracer l'esquisse, la forme, à partir du roman Le Ventre de Paris d'Émile Zola, qui a été publié en 1873. Donc, c'est un texte qui reprend le thème assez présent au 19e, un siècle qui est marqué, quand même, on le sait, par des révoltes et les naissances de revendications sociales, donc qui reprend le thème de l'idéalisme révolutionnaire. Donc, rapidement, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, ça raconte l'histoire de Florent qui revient à Paris après 7 ans au bagne. Entre-temps, s'est construit les Halles, le marché public, ce fort colosse de fonte, cette ville nouvelle si originale, qui est le symbole de la modernité et du développement économique de Paris. Donc, on est donc dans une période transitoire où Florent revient dans un Paris changé qu'il ne reconnaît en rien pour vivre avec son frère Quenu, qui a ouvert une charcuterie avec sa femme Lisa dans le quartier des Halles. L'histoire débute donc sur le retour de Florent à Paris et se termine par son arrestation un an plus tard qui solde son départ de la ville. Alors, l'angle qui m'est apparu pertinent pour circonscrire le jeune homme, c'est celui du corps, de ses déterminations sociales ainsi que de la manière dont ce corps est saisi et transformé par les discours. Le parcours dans lequel je vous entraîne ce matin va se faire en 3 temps. Donc, je vais d'abord aborder la question du stéréotype de la virilité qui domine le 19e siècle et sa systématisation des corps. Puis, je vais m'attacher à la figure de Florent pour voir de quelle image du jeune homme est déployée dans le texte et quels éléments du stéréotype sont ébranlés ou reconduits et comment ceux-ci se logent dans une corporalité sursignifiée. Finalement, je vais tenter de poser quelques conclusions sur les liens entre le jeune homme, son corps et la politique. Donc, pour commencer, pour se mettre quelques bases communes, le stéréotype de l'homme viril se base d'abord et avant tout sur la glorification de la puissance génitale de l'homme, de laquelle découle un modèle qui loge la virilité dans le corps et dans les manières d'être et d'agir socialement. Selon l'historien des mœurs Georges Moss, il y a un tournant dans la manière dont on conçoit la virilité à la fin du 18e siècle parce que le corps est soudainement introduit comme déterminant de l'individu. Alors, au Moyen-Âge et au début des temps modernes, on percevait le corps comme quelque chose d'inerte dans lequel habitait une âme. Le corps était un simple réceptacle. La pensée des Lumières, en affirmant l'unité du corps et de l'esprit, change la manière dont on perçoit le corps et celui de l'homme en particulier, qui va soudainement devenir porteur de symboles et de sens. La virilité s'inscrit à même le corps qui devient le vecteur principal du devenir homme. Donc, de ce fait, le regard devient outil de classification des individualités. Alors, on peut penser à des théories comme celle de la physiognomonie qui est développée par Caspar Lavater autour de 1775, qui offre une grille d'observation des traits physiques à partir de laquelle on pourrait déduire le caractère des individus. Donc, c'est une théorie qui se résume par la phrase suivante: plus un humain est vertueux, plus sa beauté est grande, moins il est vertueux, plus il est laid. Donc, on voit qu'il y a une interdépendance entre moralité et un physique type. L'intime s'inscrit sur le corps, l'envers devient l'endroit et les corps sont systématisés. Donc, dans le ventre de Paris, on retrouve cette systématisation des corps dans la division entre les gras et les maigres. Alors, on pourrait adapter la théorie de la physiognomonie de cette façon. Plus un humain est gras, plus il est honnête, plus il est maigre, plus il est méchant. Donc, la classification entre les gras et les maigres est théorisée vers la fin du roman par Claude Lantier, qui dira que c'est là tout le drame humain, la division, et je cite, « en 2 groupes hostiles dont l'un dévore l'autre, s'arrondit le ventre et jouit ». La hiérarchisation entre les corps, selon leur corpulence, parsème l'ensemble du roman par le biais d'une attention qui est portée au corps par la narration. La classification entre les maigres et les gras, elle n'est pas, comme le mentionne Marie Scarpa dans son étude ethnocritique, une opposition tranchée, comme on va retrouver plus tard, par exemple dans Germinal, entre classe propriétaire et classe ouvrière. Dans le ventre de Paris, les gras et les maigres cohabitent dans le quartier des Halles, et les gras sont non seulement issus de milieux populaires, mais travaillent avec acharnement à leur confort. Donc, on n'est pas dans la thématique de l'ascension sociale, mais bien dans celle du travail et de l'épargne. Ce qui caractérise les gras est leur conviction d'être des honnêtes gens, et principalement à cause de ce travail. Les gras sont ceux et celles, je cite, « qui ne se laissent pas maigrir de soucis, en bonnes gens qui tiennent à bien vivre ». Les paroles de Lisa à propos de la politique font bien comprendre ce à quoi on peut reconnaître un gras, et je cite encore, « tous les gouvernements sont les mêmes, d'abord. On soutiendra celui-là, on en soutiendra un autre, c'est nécessaire. Le tout, quand on est vieux, est de bien manger ses rentes en paix, avec la certitude de les avoir bien gagnées. »
Les corps deviennent donc dans le roman les symboles d'une classe sociale qui se fonde sur une appartenance commune à un système de valeurs et de pensée. Dans son ouvrage Volatile Bodies, qui est paru en 1994, Elisabeth Gross avance que le corps fonctionne comme une surface inscriptible, une sorte de carnet sur laquelle les normes, les valeurs et les codes culturels s'écrivent et se lisent. Le corps serait donc un espace de création de sens. La disproportion entre les corps, entre les ventres exubérants et les ventres plats, n'est pas sans rappeler ce qu'on avait vu avec les caricatures de Gavarni, donc entre les longues silhouettes et les ventres bombés, qui divisaient jeunesse et âge d'homme. Donc l'excès des descriptions des corps gras de Quenu et de Lisa, le rappel constant de leur santé grasse, de leurs habits d'une blancheur impeccable, s'oppose au flou qui caractérise les maigres et particulièrement Florent, dont la figure flottante semble insaisissable. Les descriptions glissent autour du corps de Florent, en réitérant sans cesse les mêmes adjectifs de maigre, long, grand et noir lorsqu'il est question de son corps. Donc, de cette division caricaturale des corps naît un système de domination et d'exclusion, dans l'idée d'un déterminisme social qui est cher au naturalisme. Donc, quelques considérations sur le jeune homme qui nous intéresse. Florent n'est pas un jeune homme à proprement parler, il a près de 40 ans. Mais il se trouve dans l'inachèvement propre à la jeunesse, en refusant les institutions du mariage et du travail, ce qui l'exclut de facto du monde adulte et bourgeois. Florent est aussi, selon les paroles de son ami Claude, le roi des maigres. La vie de Florent, elle est marquée par deux grands moments qui ont brisé son devenir homme. Le premier, lorsqu'il abandonne ses études en droit pour s'occuper de son demi-frère à la mort de sa mère, et le second, lorsqu'il se fait arrêter, endormi près d'une barricade, du sang sur les mains, et qu'il est condamné à l'exil. C'est ce dernier événement qui imprime définitivement sur son corps son statut de maigre, car du moment de son arrestation jusqu'à son retour à Paris, la faim ne le quitte plus. Seuls persistent, je cite, « deux grands yeux bruns d'une singulière douceur, dans un visage dur et tourmenté. » Le premier moment de rupture, lorsque Florent prend en charge son demi-frère et remet à plus tard toute ambition, Florent se trouve à prendre non pas la place d'un père, mais d'une mère pour son frère. Alors Florent traitera Quenu comme une grosse fille paresseuse, et je cite, lui évitant jusqu'aux menus soins de l'intérieur. C'était lui qui allait chercher les provisions, qui faisait le ménage, la cuisine. Donc ne s'accordant aucun plaisir, Florent goûte toutes les joies amères du dévouement et porte la même redingote pendant 8 ans. Donc vous avez sans doute remarqué la prédominance du vocabulaire féminin qui est généralement associé au féminin, qui est accolé à notre jeune homme, qui font de lui un individu au caractère tendre, doux comme une fille. Alors Florent est présenté ici comme ne satisfaisant aucun critère de la virilité, même dans son espace intime, dans sa chambre, où on nous dit que ça ne sentait pas l'homme. Donc d'emblée, le stéréotype de la virilité est ébranlé dans ce roman qui met en scène une faiblesse masculine généralisée. Comme le montre Marie Scarpa, les femmes dominent les hommes non seulement dans l'espace économique du marché, mais également dans la sphère privée. Les femmes sont celles qui trônent dans le marché et dont la lutte pour les clients et pour le prestige passe non seulement par l'exubérance de leur chair, mais aussi par la maîtrise des codes de la parole. Au centre de ces femmes, Florent est suivi, je cite, par des appels, toute une traînée d'offres et de caresses, auxquelles il ne sait ni réagir ni répondre. Florent est objet du désir, mais il ne sait rendre ce désir car, je cite, « ses os de maigre avaient une angoisse au contact des poitrines grasses ». Donc Florent échoue à prouver sa virilité charnellement, en jeune homme qui consomme trop en rêve de sa virilité. Alors cette première étape imprévue dans la vie du jeune homme, qu'il coupe des joies de l'étude et l'oblige à enseigner des cours particuliers, le rend amer et l'amène, je cite, à entrer dans la République comme les filles désespérées entrent au couvent. Donc la politique devient cette porte vers le rêve d'un monde meilleur, plus humain, où il n'aurait pas à subir les affres de l'existence quotidienne. C'est donc cette fuite vers l'idéalisme qui prend la place des aspirations sociales et charnelles du jeune homme. La politique revêt pour lui une jouissance toute sensuelle. Et c'est cette politique qui le fait échouer à 2 reprises la formation du corps et de l'âme nécessaire au devenir homme. Alors on pourrait croire, en se basant sur ce que j'ai montré, que Zola renverse le stéréotype de la virilité entièrement, que les femmes sont celles qui dirigent les halles, que les hommes leur sont soumis et comme les gras dominent les maigres. Cependant, le texte déploie un deuxième niveau de discours sur Florent, qui est composé des commérages et des raconteurs du marché. Ces paroles agissent à contresens de la narration principale et rejouent les dichotomies, les inversant de la sphère privée à la sphère publique.
Donc c'est ici la présence de la ville, la multiplicité des paroles et des pensées qui déforment les corps. Les discours qui entourent Florent sont composés de phrases vides qui ne tiennent pas compte de sa personnalité propre, mais qui au contraire œuvrent comme des fictions qui le transforment en cliché de la virilité. Donc quelques exemples. Les hommes maigres sont de rudes hommes. Les maigres, je m'en défie, c'est capable de tout. Ces hommes maigres sont de fiers hommes. Vous savez, quand un homme veut une femme, il en ramasserait par terre. Donc, toutes ces phrases réaffirment une virilité qui passe principalement par la vigueur sexuelle de Florent, qui non seulement serait l'amant de Lisa, mais aussi de deux sœurs poissonnières, les Méhudin. Alors, c'est par le corps de Florent, par sa maigreur, que se construisent les fictions viriles. En ce sens, le corps devient simulacre, une adéquation entre l'intime et le public. Ces discours surplombent le marché. Ils sont alimentés sans fin par Mademoiselle Saget, qui est l'œil des Halles, celle qui veille à consacrer la hiérarchie entre les maigres et les gras, bien que celle-ci soit à son propre désavantage. Mademoiselle Saget colporte et invente toutes les histoires sexuelles de Florent, mais c'est elle aussi qui découvre son passé de forçat qu'elle s'empresse de répandre. Alors je cite. « Ce fut d'abord un récit écourté, de simples mots qui se colportaient tout bas. Puis, les versions diverses se fondirent, les épisodes s'allongèrent, une légende se forma dans laquelle Florent jouait un rôle de croque-mitaine. Il avait tué 10 gendarmes à la barricade de la rue Granetta. Il était revenu sur un bateau de pirates qui massacrait tout en mer. Depuis son arrivée, on le voyait rôder la nuit avec des hommes suspects dont il devait être le chef. » Donc on le voit, ces fictions virilisent Florent qui devient un pirate, un tombeur, un héros que les gras doivent dénoncer parce qu'ils sont des honnêtes gens et par peur de conséquences pour eux-mêmes. Le passé de Florent est donc écrit sur son visage et sa maigreur. Il est dévoilé au grand jour et confirme ce que tous croient, à savoir que Florent ne peut pas engraisser tant il est rongé de méchanceté. Et c'est donc ce qui le condamne à nouveau. Donc, le ventre de Paris, c'est l'histoire d'un double échec. Un échec politique et l'échec du devenir homme. À son arrivée à Paris, Florent possède une nouvelle chance de se sortir de la jeunesse. Alors, comme Lisa le lui dit, « À votre âge, les enfantillages ne sont plus permis. Vous avez fait des folies, eh bien, on les oubliera, on les pardonnera. Vous rentrerez dans votre classe, dans la classe des honnêtes gens, vous vivrez comme tout le monde, enfin. » Le devenir gras, c'est-à-dire l'embourgeoisement et l'empâtement progressif, est donc prôné ici comme ce qui semble être du domaine de la raison, mais aussi de l'âge adulte. Alors, qui ne voudrait pas de son confort? Comme le montre Sergio Luzzatto, la révolution est propre à la jeunesse, non pas une jeunesse qui se caractérise par un âge particulier, mais une jeunesse qui se définit par son refus du monde adulte et de ses codes. Pour un instant, Florent va s'abandonner à cette vie, goûter à la béatitude de cette vie réglée, et dans une courte période, il parvient à se faire accepter, notamment grâce à sa casquette galonnée, qui est le signe de son emploi comme inspecteur maritime. Mais son corps ne lui laisse pas oublier sa maigreur, et son estomac se soulève face au débordement de nourriture des Halles, débordement qui fait écho à celui des corps gras qui se sont mis à l'engrais. L'embourgeoisement échoue car dans cette vie facile, Florent ne se sent plus exister. Ainsi, comme l'écrit Zola, fatalement, Florent revint à la politique. Il avait trop souffert par elle pour ne pas en faire l'occupation chère de sa vie. Il fut devenu, sans le milieu et les circonstances, un bon professeur de province, heureux de la paix de sa petite ville. Mais on l'avait traité en loup. Donc cette opposition entre la douceur réelle de Florent, qui se laisse prendre comme un mouton, et le châtiment qu'on lui prescrit, où il est traité comme un loup, reprend l'opposition entre la philosophie humaniste et la thèse assez célèbre au 19e siècle de Hobbes, « L'homme est un loup pour l'homme ». Florent incarne une pensée humaniste qui se révèle dans sa volonté d'éduquer et d'autonomiser les êtres. La joie de Florent, je cite, « son rêve secret de dévouement était de vivre toujours en compagnie d'un être jeune qui ne grandirait pas, qui l'instruirait sans cesse, dans l'innocence duquel il aimerait les hommes. » Ce qui est assez intéressant, c'est que l'humanisme soutient que l'homme est plus qu'un corps, qu'il est un esprit aux potentialités illimitées, renvoyant l'idée de l'homme avec un grand H comme sujet universel et autonome, tandis que la thèse de Hobbes renvoie à l'idée que l'homme est le pire ennemi de lui-même et qu'il est essentiellement un corps qui agit selon ses pulsions. Donc on retrouve cette opposition entre nature et culture, entre tradition, peut-être une position plus humaniste, et modernité, position du droit naturel, entre corps et esprit. Le corps de Florent est cet espace où se jouent les antagonismes et où la surdétermination du corps en tant qu'il révélerait une vérité sur le caractère de l'homme mène à son exclusion.
Alors, le rejet du roi des maigres par la société des Halles est basé sur le fait que le corps de Florent, qui ne se laisse pas engraisser, devient contre-type, faille et marge. On pourrait concevoir le rôle de Florent comme étant celui du bouc émissaire, du paria. Le terme de paria est généralement utilisé pour parler des castes indiennes ou du peuple juif, notamment par Bernard Lazare et Hannah Arendt. Le paria n'est pas seulement l'exclu qui subit la logique d'un système, il est le rejeté d'un ordre qui, par son rejet, se confirme et se consolide. Ainsi, la dénonciation collective de Florent permet aux gras de se réaffirmer dans une logique des corps, leur prouvant ce en quoi ils veulent croire, à savoir que les hommes maigres sont des hommes méchants. Indigestion dans le ventre gras de Paris, Florent était devenu une maladie qui attaquait l'apolitisme insouciant des honnêtes gens. La charcuterie s'était fanée, une lourdeur empêchait de respirer à plein poumon à la grandeur des halles. Le passage de Florent exhibe au grand jour la pourriture qui se trouve sous les halles. C'est pourquoi son rejet n'est pas uniquement un retour à la normale, au débordement des corps, mais un réel triomphe du ventre. Par l'exclusion du paria, c'est tout le corps social qui se voit allégé du poids de sa propre représentation. Alors en conclusion, le corps de Florent est un espace où se rejouent les valeurs et les codes du stéréotype de la virilité, mais aussi d'une idéologie dominante. Cela met de l'avant l'aspect construit des stéréotypes et des savoirs reliés au corps, ainsi que la rigueur des procédés punitifs qui s'y rattachent. Si le jeune homme du ventre de Paris est inachevé, c'est parce qu'il représente l'éternel recommencement des luttes et des revendications de la jeunesse contre la normalisation et la répression des gras. Merci.